Quand vous imaginez un bouffon de cour, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être un clown vêtu de couleurs vives, tintant de grelots, toujours en train de faire des cabrioles et de raconter des blagues pour divertir un roi ennuyé. Mais la véritable histoire du bouffon médiéval est bien plus riche et bien plus étrange que ce que la plupart d'entre nous imaginent. Revenons à l'époque des vastes salles résonnantes des châteaux médiévaux et des cours animées des rois et des reines. Ici, le bouffon n'était pas seulement une source de rire, mais aussi un confide de confiance, un conseiller à l'esprit acéré et parfois un compagnon courageux sur le champ de bataille, dans un monde où dire la vérité au pouvoir pouvait vous coûter la tête. Seul le bouffon bénéficiait du rare privilège de la franchise. Les bouffons étaient les couteaux suisses de la cour royale. Oui, ils divertissaient avec des histoires, des chansons et des prouesses acrobatiques. Certains, comme le légendaire Roland le Farteur, dont la performance annuelle de Noël pour le roi Henri II Romain d'Angleterre se terminait par un saut, un sifflement et un paix parfaitement synchronisés, sont devenus de véritables célébrités. La récompense de Roland? Non seulement des applaudissements, mais aussi un manoir et 12 hectares de terre. De toute évidence, il n'y avait rien de ridicule à être bouffon. Mais les bouffons faisaient bien plus que faire rire les gens. Il était souvent très instruit, vif d'esprit et politiquement perspicace. Les rois et reines appréciaient leurs bouffons non seulement pour leur humour, mais aussi pour leur franchise. Dans une cour pleine de flatteurs, le bouffon pouvait dire des vérités qui dérangent sous le couvert assurant d'une plaisanterie. Certains servaient même de messagers, de négociateurs et, quand le besoin s'en faisait sentir, d'annonceurs de mauvaises nouvelles. L'influence du bouffon s'étendait au-delà des murs du château. En temps de guerre, il marchait avec l'armée, utilisant la moquerie et la satire pour démoraliser l'ennemi et galvaniser ses propres troupes. Imaginez un bouffon, marchant en première ligne, lançant des insultes astucieuses à travers le champ de bataille. Une guerre psychologique dans toute sa théâtralité. La veille du combat, les bouffons divertissaient les soldats, apaisant leurs craintes avec des histoires, des chansons et des rires. Dans le chaos de la guerre, une plaisanterie bien placée pouvait être aussi puissante qu'une épée. Les bouffons venaient de tous les horizons. Certains étaient d'anciens étudiants, d'autres des ex-moines ou des domestiques astucieux. Ce qu'ils avaient en commun, ce n'était pas une apparence particulière, mais un esprit particulier, vif, observateur et d'une inventivité sans fin. Contrairement à l'image du bouffon en habit bariolé avec des grelots, la plupart des bouffons de cour s'habillaient à peu près comme la noblesse qui servait. Le costume classique, robe colorée, chapeau mou et chaussures à grelots, était le plus souvent porté par des artistes itinérants qui se produisaient dans les foires et festivals pour le grand public. À une époque où critiquer le roi pouvait entraîner la mort, la liberté du bouffon était extraordinaire. Il pouvait se moquer des puissants, signaler que l'empereur était nu et donner des conseils qu'aucun autre n'osait offrir. Cette position unique lui valait à la fois le respect et parfois la crainte. Sa loyauté et sa franchise gagnaient la confiance de ses maîtres royaux et son esprit vif assurait sa survie. Mais la vie de bouffon n'était pas faite que de festins et de rires. Une fois les banquets terminés, beaucoup de bouffons accomplissaient des tâches modestes. S'occuper des chiens royaux, faire des courses ou gérer les provisions du palais et de l'armée. Seuls les bouffons les plus célèbres jouissaient d'une vie consacrée exclusivement au spectacle. Certains bouffons étaient tellement appréciés qu'ils recevaient leurs propres armoiries. Un honneur rare pour quelqu'un n'appartenant pas à la noblesse. En France, le célèbre bouffon Triboulet servit le roi François-Ier et montra tant de talent pour naviguer les dangers de la vie de cour, qu'il réussit un jour à échapper à une condamnation à mort, grâce à une plaisanterie parfaitement placée. Lorsque le roi lui dit qu'il pouvait choisir la façon dont il mourrait, Triboulet répondit « de vieillesse ». Le roi, amusé, épargna sa vie. Les bouffons étaient d'une étonnante polyvalence. Certains pouvaient réciter des poèmes épiques par cœur, effectuer des acrobaties complexes ou jouer de plusieurs instruments de musique. D'autres excellaient dans l'art de l'imitation, capables de reproduire la voix et les manières des nobles et dignitaires étrangers, souvent pour le plus grand plaisir, et parfois l'embarras de leur public. En Écosse, le célèbre bouffon Archibald Armstrong servit à la fois le roi Jacques VI romain ainsi que le roi Charles Ier, et sa langue acérée était si légendaire qu'il fut finalement renvoyé pour avoir offensé trop de personnes influentes. Tous les bouffons n'étaient pas des hommes. Des femmes comme Mathurine, qui divertissaient la cour française à la fin du XVIe et début du XVIIIe siècle, étaient connus pour leur esprit vif et leur capacité à désamorcer des situations politiques tendues grâce à une bonne repartie. L'influence des bouffons s'étendait au-delà des cours royales. 6e et 4e siècle, la tradition du bouffon s'est transformée pour devenir celle du clown, de cirque et du fou de pantomime, des personnages qui continuaient d'utiliser l'humour pour défier l'autorité et refléter les travers de la société. Encore aujourd'hui, l'archétype du fou sage apparaît dans la littérature, le cinéma et la télévision, nous rappelant que le rire peut être une forme de sagesse.
Le chapeau du bouffon, avec ses 3 pointes et ses grelots, serait censé symboliser les oreilles et la queue de l'âne. Un rappel espiègle que même ceux que l'on considère comme fous peuvent faire preuve d'une grande perspicacité. L'expression « le privilège du bouffon » fait référence à la liberté particulière dont il jouissait pour se moquer et critiquer sans crainte de punition. Une notion qui résonne encore aujourd'hui dans les débats sur la liberté d'expression. Fait remarquable, la tradition du bouffon n'est pas propre à l'Europe. En Inde, le légendaire Tenali Rama était poète et bouffon à la cour du roi Krishnadvaraya, célèbre pour ses solutions ingénieuses à des problèmes difficiles. En Chine, les bouffons impériaux étaient appelés yuren. Et certains, comme le célèbre Dong Fangxiu, sont devenus des conseillers de confiance de l'empereur, utilisant l'humour pour atténuer les critiques et donner des conseils avisés. En Russie, les tsars employaient des bouffons connus pour leur satire mordante. Et en Scandinavie, les sagas racontent l'histoire de fous capables d'influencer l'humeur d'un roi ou d'une cour entière par une simple histoire ou plaisanterie. Les bouffons ont également joué un rôle dans l'évolution des arts. Leur talent pour l'improvisation et leur esprit vif ont influencé le développement du théâtre, en particulier la tradition du foussage dans les pièces et les récits. La commedia dell'arte italienne, avec ses personnages hauts en couleur et son humour burlesque, doit beaucoup à l'esprit du bouffon médiéval. Même Shakespeare, le plus grand dramaturge de la langue anglaise, a reconnu la sagesse unique du fou. Dans ses pièces, le fou est souvent le seul personnage à voir le monde avec clarté et à oser dire la vérité, que ce soit le fou mordant du roi Lear ou le rusé Feste dans la nuit des rois. À travers eux, Shakespeare nous montre que l'humour et l'honnêteté ne sont pas opposés, mais alliés. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bouffon dans un livre d'histoire ou un film, songez qu'au-delà du sourire maquillé se cachait un esprit aussi acéré que celui de n'importe quel conseiller, un cœur aussi vaillant que celui d'un chevalier, et une langue capable de dire la vérité quand personne d'autre n'osait le faire. Dans le grand théâtre de l'histoire, le bouffon était à la fois acteur et critique. Preuve que, parfois, les paroles les plus sages prennent la forme d'un éclat de rire, et que le courage de faire sourire les autres peut changer le monde. Leur rire résonne encore, nous rappelant que parfois la chose la plus courageuse qu'on puisse faire, c'est d'offrir un sourire à quelqu'un.